et non pas simplement les Parisiens. Effectivement, les Parisiens voient leurs impôts augmenter de manière brutale, pas seulement d'ailleurs à cause de l'Institut des cultures d'islam. Bien sûr. Voilà. Donc je reviens sur ce projet en insistant sur l'importance qu'il y a de contrecarrer ce projet. Si ce projet est mené à son terme, il va devenir, je dirais, le modèle de tout ce qui va se passer partout en France. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, les maires qui voulaient financer, pour différentes raisons, tout inavouable bien sûr, mais pour différentes raisons, le culte musulman, une pratique qui est très très fréquente en ce moment, bricolaient. Une subvention par là, un BEA, enfin un bail amphithéotique par ici, un terrain cédé à vil prix. Toutes des manœuvres. Oui, il y avait plein d'astuces, quoi. Voilà, mais des astuces qui n'étaient pas vraiment des astuces légales, qui étaient un peu grosses et qui les mettaient dans des conditions d'insécurité juridique. C'est-à-dire que quand les citoyens locaux portaient l'affaire devant les tribunaux administratifs, très souvent le maire était mis en défaut, puisqu'effectivement on n'a pas le droit de donner de l'argent à un culte. Mais là, c'est quelque chose qui ressemble à la légalité, si on ne va pas gratter un petit peu sous le vernis de l'égalité. Ce qui fait que on a déjà Lyon qui réclame son Institut des cultures d'islam. Et ça va devenir le modèle. Ça va devenir le modèle, c'est-à-dire financement illimité pour des surfaces sans limitation, puisque jusqu'à présent, les projets qui sont portés par les associations musulmanes sont limités par les finances dont ils disposent. Plus ou moins les coups de pouce des maires. Là, ça va être caisse ouverte. Caisse ouverte du contribuable, c'est-à-dire, allez-y, servez-vous. Vous voulez 4000 mètres carrés, c'est pas grave, on paye tout. Il faut voir qu'aujourd'hui, les deux bâtiments qui vont être construits, donc je le rappelle, 4500 mètres carrés, 4500 mètres carrés dédiés à la promotion ou à la pratique du culte musulman, vont être, jusqu'à preuve du contraire, payés à 100% avec l'argent du contribuable. Alors là, j'entends M. Delaunay, s'il entend cette émission, qui saute au plafond, dire c'est pas vrai, les musulmans vont payer leur part. Sauf que, et là encore, le principe de réalité s'impose. On nous a dit, les musulmans vont payer leur part. Ça, c'est dans le projet, c'est l'image qu'ils projettent. Bien sûr. Sauf que nous avons mis en ligne un reportage dans lequel les responsables musulmans, qui se voient confrontés à la nécessité de payer la première échéance d'1 million d'euros, nous expliquent qu'ils n'ont pas ce premier million d'euros. Donc, je vous rappelle à tous que ce projet est censé être construit en 2014, qu'en 2014, ils vont avoir à payer 7 millions d'euros, et que nous sommes quasiment en début 2012, et qu'ils n'ont même pas le premier million d'euros. Or, ils ont du mal déjà à payer la location de la caserne. Bien sûr. Voilà, Monsieur Wagner, là, j'entends d'ici nos auditeurs se demander, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, concrètement, on peut faire quelque chose de très simple. Eh bien, nous rejoindre, dans un premier temps. Nous rejoindre, puisque nous avons l'intention d'aller devant les tribunaux. Nous allons attaquer ce projet pour illégalité. Il faut savoir que c'est un projet qui a été découpé en tranches. Ça, c'est une méthode classique pour dissimuler quelque chose. Quand vous voulez dissimuler quelque chose, vous n'arrivez pas en disant « Allez, on va faire un super projet de 30 millions d'euros. Ouah, ça va être super, allez les gars, on met l'argent sur la table et on y va. » Non, pas du tout. On coupe le projet en tranches. C'est un projet qui est dans les cartons. Là encore, nous l'avons mis en ligne. On entend quelqu'un de la mairie de Paris, je crois que c'est Carèche, élu du 18e, qui nous explique que depuis 2001, le projet est dans les dossiers. Donc on nous a découpé le projet en petites tranches, et on nous les fait manger une à une. Les tranches de subventions sont votées une à une, de manière à ce que le projet avance subrepticement sans qu'on s'en rende compte. Et donc tout ce qui a déjà été acté, fait, payé, subventionné, est a priori, je dirais, perdu, puisque les délais de recours administratifs sont passés. Délais de recours administratifs qui sont de 2 mois. Sauf que une décision qui est illégale reste illégale. Je donne un exemple. Si un maire, par exemple, décide dans son village de rétablir l'esclavage, ce n'est pas parce que personne n'a protesté dans les 2 mois que l'esclavage redevient légal. C'est illégal, c'est illégal. Eh bien, ce projet, nous allons demander, avec avocats, parce que nous travaillons avec des avocats. Après tout, un maire est une créature de droit. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Enfin, il fait ce que lui permet son mandat. Or, son mandat ne lui permet pas de faire des choses illégales. Or, ce projet étant illégal, nous allons donc écrire à M. Delanoë à la mairie de manière officielle, avec avocat, en lui demandant, poliment bien sûr, d'annuler toutes les délibérations municipales, mais courtoisement, c'est nécessaire, d'annuler toutes les décisions municipales concernant la création de l'Institut des cultures d'islam. Et à défaut d'annuler, que nous l'emmènerons au tribunal administratif, sachant que la manœuvre d'avoir invoqué l'illégalité fait redémarrer les délais de recours administratif. Et donc nous allons
emmener M. Delanoë en justice. Alors là, il faut nous identifier. Pardon de vous interrompre un instant, M. Alain Wagner. Cher Michel. Vous écoutez sur Radio Courtoisie le libre journal de la résistance française dirigé par Gérard Marin, qui reçoit ce soir en deuxième partie. Sont restés avec nous Jean-Paul Chériguez de Olmeta et le père Jean-Paul Arguarche. Et nos invités pour cette deuxième partie, comment le maire de Paris favorise l'islamisation des manœuvres ici et ailleurs, pas toujours démasquées, la laïcité bafouée. Monsieur donc Alain Wagner, directeur fondateur de l'Alliance Stop à la Charia. Et puis surtout, il l'a rappelé, président de l'Union de défense des contribuables. Porte-parole. Porte-parole uniquement, je ne suis pas président. Vous donnerez d'ailleurs les coordonnées de l'association. Bien sûr. Et notre ami, alors, Joachim Veliokas. Veliokas, animateur fondateur de l'Observatoire de l'islamisation de la France. Et dont je rappelle le livre tout à fait instructif qu'il faut absolument lire, amis auditeurs, parce que vous ignorez toutes ces manœuvres, toutes ces manipulations, toute cette collaboration de nos édiles avec l'islam, et qui s'intitule « Ces mères qui courtisent l'islamisme », publié chez Tatami. Et qui en est à sa deuxième édition. On l'a déjà 1000 exemplaires parce qu'il se vend très bien. Bon, tant mieux. Je crois qu'il faut qu'il se vende encore davantage, parce qu'il faut que de plus en plus de Français ouvrent les yeux sur ce qui se passe en France. Encore une fois, dans ce vieux pays chrétien, on est en train de tomber sous la botte de l'islam. Et je rappelle le site internet d'Anne-Marie Delcambre, et les gens un peu curieux verront ce qu'est l'islam dans sa réalité brutale, à travers le Coran et à travers les hadiths du prophète. Et il y a des images absolument, tu les as vues, Michel, des images insoutenables, la façon dont sont traitées les femmes. Alors c'est ça qu'on veut nous imposer en France? Eh bien non. Alors, vous dites la France va tomber sous la botte de l'islam. Moi, je dirais que c'est les élus, comme on vient de parler, et des responsables politiques de gauche comme de droite, qui facilitent l'avancée de l'islam. C'est pas, bien sûr. Les musulmans jouent leur partition historique. On ne va pas leur reprocher d'être eux-mêmes. Et d'ailleurs, heureusement que la majorité se comporte correctement. Mais là, ce qui se passe, c'est que ceux qui mettent le pied à l'étrier à l'islamisation de la France, ce sont des élus UMP et PS. Là, on a parlé pendant cette dernière demi-heure de l'Institut des cultures d'islam, que je pense nous n'avons pas besoin. Il y a déjà l'Institut du monde arabe qui remplit ce rôle de diffusion, de rayonnement de la culture arabe, dont la culture islamique. Parce que l'Institut du monde arabe, il y a aussi des parties sur la culture arabe chrétienne, etc. Et malheureusement, elle est à sa portion congrue. Il y a énormément d'exemples. Oui, parce qu'une partie des Arabes, c'est de l'histoire, ont été chrétiens avant d'être convertis par le fer et par le feu à l'islam au 7e siècle. Si aujourd'hui se construisent des écoles coraniques qui sont dans des compartiments des mosquées, une mosquée, c'est pas seulement la salle de prière, c'est la bibliothèque, ce sont les salles de cours pour enseigner la charia. Et par exemple, je vais citer un exemple très concret, c'est le Conseil général de Seine-et-Marne qui a voté 185 000 € à l'unanimité des élus PS et UMP, cette subvention pour la mosquée de Roissy-en-Brie. En fait, à l'étage c'est accolé à l'espace de prière de la mosquée de Roissy-en-Brie, il y a cette partie culturelle où il y aura, alors ils disent avec les cours de soutien scolaire, mais ça sera aussi les cours d'arabe et les cours de loi islamique, de charia. Et voilà, donc là, c'est clairement la responsabilité de nos élus qui font en sorte Alors, il faudra essayer à cette progression de l'islamisation. Il faudra essayer, après la lecture des messages, de répondre à cette question. Comment expliquer cette collaboration de nos élus avec l'islam dans ce pays de France? Voilà, où que l'on soit croyant ou non, tout a été forgé, toute notre identité, toute notre histoire, toutes nos valeurs, toutes nos vertus ont été forgées, qu'on le veuille ou non, et tant pis pour M. Chirac, par le christianisme.